so that when they actually shift to another personality, it's a profound brain change. And parts of the brain then activate that are to do with identity. We also do blood pressure pulse checks, and we find we get a totally different profile in terms of blood pressure and pulse. So when this person changes, it's not just that they're changing their name, it's that their physiology changes, their brain patterns change, their skin conductance changes, their voice changes, their eyes change, their demeanour change. They literally become a different person. In the last few years, MRI scanners like this have given scientists unprecedented access to the brain, allowing them to see brain activity actually taking place. The question is, can it shed some light on the mystery of multiple personality disorder? It's something a colleague of Dr. Condi's, Goshen Tsai, has wanted to try for some time. There are two problems to do this study. Number one, in the past, we don't have a machine like fMRI who can do the study quickly and correctly. Number two, we don't have the right subject, which can kind of control their switching, because we need to have them to switch on the scanner. Hi, Louise. My name is Susan. I'm going to be doing your scan. The doctors show us how they scan Louise's brain. Because she can bring on her switching, they'll ask her to change character while the machine is on. She won't be able to move or speak during the test, so she's asked to activate a warning beeper to indicate when she's switched. Okay. I want you to practice with that. Squeeze that ball. Louise is first asked to switch to one of her childlike personalities. Okay, now I want you to switch to Watcher now. Imagine that you're an 8-year-old girl named Watcher. You like to watch what happens with Louise. The switch happens, and then they do a control experiment. Louise is asked not to switch, but to pretend to be an imaginary child. I want you to imagine you're an 8-year-old girl named Player. You like to play with a neighbor girl named Helen. The results of the original test on Louise appear to show something remarkable. These coloured areas represent a big decrease in brain activity at the very moment Louise switches personality. Intriguingly, it happens in the hippocampus, an area responsible for long-term memory. But there's no change during the control experiment. As you can see here, that's a brain structure called hippocampus. That's the area where activity got changed, as highlighted by color here, when she switched personality. So what do you make of these results? To me, that is saying that there's a brain basis for her personality switching. Le 7 décembre 2018, le site Health Europa a publié un article intitulé « Les techniques de neuroimagerie et le traitement du trouble dissociatif de l'identité ». Les techniques de neuroimagerie peuvent faire la distinction entre un cerveau dit entre guillemets normal et le cerveau d'une personne atteinte d'un trouble de la personnalité multiple, c'est-à-dire un trouble dissociatif de l'identité, ou TDI. Cela pourrait-il conduire à un traitement de ce trouble ? Des techniques d'apprentissage automatique et de neuroimagerie ont été utilisées afin de distinguer avec précision les personnes présentant un trouble dissociatif de l'identité de celles en bonne santé. Cela en se basant sur la structure de leur cerveau. Publiées dans le British Journal of Psychiatry, ces recherches scientifiques pourraient permettre d'améliorer le traitement du trouble dissociatif de l'identité. Des analyses cérébrales en IRM, imagerie par résonance magnétique, ont été effectuées sur 75 participantes à cette étude. 32 avaient été diagnostiquées de façon indépendante avec un TDI et 43 ne présentaient pas ce trouble. Les deux groupes ont été soigneusement sélectionnés en fonction des données démographiques, y compris l'âge, les années d'études et l'ascendance. En utilisant les techniques de neuroimagerie pour reconnaître les modèles d'analyse du cerveau, les chercheurs ont été en mesure de distinguer les deux groupes avec une précision globale de 73%, un chiffre nettement supérieur au niveau de précision attendu. Cette recherche, qui utilise le plus grand échantillon jamais atteint d'individus présentant un trouble dissociatif de l'identité pour une étude d'imagerie cérébrale, est la première à démontrer que les individus atteints de cette maladie peuvent être distingués des individus en bonne santé sur la base de leur structure cérébrale. Le trouble dissociatif de l'identité, anciennement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple,
est l'un des troubles psychiatriques les plus controversés, et par conséquence avec de graves problèmes de diagnostic erronés. De nombreux patients atteints de ce trouble ont en commun des années et des années de mauvais diagnostics, de traitements pharmacologiques inappropriés et inefficaces, ainsi que plusieurs hospitalisations. C'est le plus grave de tous les troubles dissociatifs. Il implique de multiples identités avec des amnésies récurrentes. Des troubles dissociatifs peuvent s'ensuivre lorsque la dissociation est, entre guillemets, utilisée pour survivre à un traumatisme complexe et prolongé pendant l'enfance, alors que le cerveau et la personnalité se développent encore. Le docteur Simon Reinders, associé principal de recherche au département de médecine psychologique de l'Institut de psychiatrie, psychologie et de neurosciences du King's College de Londres, a dirigé l'étude multicentrique. Reinders, commentant l'étude, a déclaré « Le diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité est controversé et les personnes atteintes sont souvent mal diagnostiquées. À partir du moment où elles commencent à chercher un traitement pour leurs symptômes jusqu'à recevoir le diagnostic précis de TDI, ces individus vont recevoir en moyenne 4 erreurs de diagnostic en ayant passé 7 ans dans les services psychiatriques. Les résultats de notre étude actuelle sont importants, car ils fournissent la première preuve d'un fondement biologique permettant de distinguer les individus présentant un TDI de ceux en bonne santé. À terme, l'application des techniques de reconnaissance des formes pourrait éviter des souffrances inutiles grâce à un diagnostic plus précoce et plus précis, facilitant ainsi des interventions thérapeutiques plus rapides et plus ciblées. Dissociation et cerveau. La neuroimagerie révèle les traumas de la petite enfance. Les revues scientifiques spécialisées françaises ont-elles relayé ces informations cruciales en matière de victimologie ? Où en est la recherche francophone concernant le lien entre psychotraumatologie, état dissociatif et neurologie ? Medicalpress.com publiait le 25 septembre 2020 un article intitulé « Une nouvelle étude de neuroimagerie sur les symptômes dissociatifs révèle les blessures traumatiques de l'enfance ». Une équipe dirigée par des chercheurs de l'hôpital McLean de la Harvard Medical School a découvert que les analyses d'imagerie cérébrale peuvent révéler des changements dans les connexions entre différentes parties du cerveau liées aux symptômes dissociatifs d'un individu. Les résultats, qui ont été publiés dans The American Journal of Psychiatry, pourront être utiles pour développer les traitements thérapeutiques. Dans cette étude, les chercheurs ont adapté une nouvelle technique au test habituel d'imagerie par résonance magnétique, sur un échantillon de 65 femmes ayant des antécédents de maltraitance infantile et de stress post-traumatique. Les résultats ont montré que les mesures relatives à certaines connexions entre différentes parties du cerveau étaient en corrélation avec les symptômes dissociatifs chez ces femmes. La neuroscientifique Lorraine Lebois, directrice de la neuroimagerie dans le programme de recherche sur les troubles dissociatifs et les traumatismes à l'hôpital McLean, a déclaré « Nous approchons de plus en plus de l'identification d'une empreinte de dissociation dans le cerveau, pouvant être utilisée comme un outil de diagnostic objectif. À l'avenir, une fois que les mesures basées sur le cerveau auront atteint des niveaux élevés de sensibilité, nous pourrons utiliser ces évaluations chez les personnes étant incapables de parler efficacement de leurs symptômes, ou dans des situations telles que les procédures judiciaires réclamant des preuves objectives corroborantes. Lorraine Lebois ajoute que l'existence des symptômes de troubles dissociatifs est souvent mise en doute et que les gens sont rarement interrogés à ce sujet-là. Elle a déclaré « Ce doute, dans la communauté médicale mais aussi non médicale, alimente un cercle vicieux. Les nouvelles générations de cliniciens ne sont pas éduqués sur ces questions-là. Ces symptômes sont mal compris, stigmatisés et sous-diagnostiqués. De plus, le financement n'est pas une priorité dans ce domaine médical. Par conséquent, les personnes qui souffrent de ces troubles dissociatifs causés par un traumatisme infantile n'ont pas accès aux services de santé mentale. C'est un problème éthique mondial. Des enfants sont maltraités ou négligés, puis, s'ajoutant à cette injustice, ils ne peuvent pas recevoir de traitement qui les aiderait en tant qu'adultes. Cette étude pourrait aider à résoudre ce problème en montrant que les symptômes dissociatifs peuvent être mesurés objectivement dans le cerveau, rendant ainsi visibles certaines blessures invisibles des traumatismes de l'enfance. Lebois déclare « Nous espérons que ces preuves biologiques seront particulièrement convaincantes concernant la légitimité de ces symptômes traumatiques. Une prise de conscience et une acceptation accrue des symptômes de troubles dissociatifs pourra en effet motiver les victimes à demander de l'aide, les médecins à fournir des soins adéquats et les assurances et mutuelles à couvrir les traitements. Une meilleure compréhension de la biologie des troubles dissociatifs peut également apporter de nouvelles stratégies thérapeutiques. » Je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. Extrait du livre MK. Il serait intéressant de passer au scanner cérébral certaines de nos « élites » pour voir l'état de leur complexe amygdalien et de leur hippocampe, des structures du cerveau qui peuvent actuellement prouver, grâce à nos outils scientifiques, qu'il y a eu de profonds traumatismes chez la personne.
En tout cas, là, on le voit, très clairement. Le volume est diminué par rapport à ce qu'on attend. Il y a un marqueur de la souffrance très significatif. Donc là, chez un sujet du même âge, on voit que la hauteur de l'hippocampe ici est normale, c'est-à-dire que la structure grise qui est l'hippocampe occupe toute la place. Alors que sur l'IRM de Flavie, on voit que cette même structure qui est ici n'occupe pas toute la place, toute la hauteur. Et à la place, on voit ce livret noir qui est un livret de liquide céphalorachidien, qui est venu remplir cet espace vacant, finalement, puisque l'hippocampe lui-même ne remplit plus le volume. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la preuve d'une souffrance chronique matérialisée sur ces hippocampes. Les dernières recherches en neurosciences montrent que les violences sexuelles affectent profondément le développement cérébral d'un enfant, car son cerveau est immature. Mais jamais les deux neurologues n'en avaient constaté la preuve directe sur une patiente. Même si vous êtes en train de me dire qu'il y a un truc un peu détruit chez moi, en fait ça me reconstruit. Et je comprends, parce que finalement ça fait d'un handicap invisible quelque chose de matériel, de visible, de quantifiable. Les études ont en effet révélé que ces structures du cerveau avaient un volume significativement plus petit chez les personnes qui ont subi de graves traumatismes, notamment chez ceux qui souffrent d'un trouble dissociatif de l'identité. Cette connaissance neurologique concernant la variation des volumes de l'hippocampe et de l'amygdale en relation avec de graves traumatismes pourrait par exemple servir à valider des témoignages de victimes disant avoir subi les pires atrocités mais étant incapables d'apporter un récit cohérent. Pourtant, une IRM cérébrale pourrait prouver et certifier qu'il y a bien eu un grave impact traumatique chez cette personne, d'où le fait qu'elle est dans un état l'empêchant d'expliquer clairement et chronologiquement son vécu. Suite à un tel examen médical validant le fait qu'il y a bien eu de profonds traumatismes entraînant de sévères troubles dissociatifs, il faudrait par conséquence étudier de plus près les déclarations de la personne afin de mener une enquête sérieuse. Au lieu de cela, la justice s'en remet à de pseudo-experts des faux souvenirs non formés en psychotraumatologie. Le dossier est ainsi très vite refermé. C'est une question compliquée, mais le constat est que le réseau s'applique à faire de la rétention d'informations concernant les avancées scientifiques en matière de psychotraumatologie et de toutes ces études neurologiques récentes liées à l'impact que peuvent avoir les traumatismes sur le cerveau humain. Ceci afin que ces informations ne puissent pas être mises en avant d'une manière officielle dans les cours d'assises pour défendre efficacement les victimes. En effet, si les universités de médecine ne forment pas, ou très peu, les étudiants sur toutes les découvertes récentes en matière de psychotraumatologie et des processus dissociatifs, il devient très difficile pour un avocat de faire venir à la barre une personne pouvant expliquer clairement et scientifiquement ces choses-là. Quant à demander à la justice d'ordonner des scanners cérébraux pour prouver qu'il y a bien eu de sérieux traumatismes, c'est toutes les institutions verrouillées qui font ici obstacle. Jusqu'à quand ? Avant que ça puisse avoir une force légale, il faut qu'il y ait vraiment un consensus sur l'utilisation de ces images. On est capable de mesurer des phénomènes. Donc c'est vraiment le début de ceci, et ça va prendre des années parce que il faut que tout le monde soit d'accord sur comment on travaille et que les machines soient stables. À terme, une IRM fonctionnelle pourra peut-être un jour être utilisée par la justice.